Bonjour, on va parler aujourd'hui du rhumatisme articulaire aigu, le RAA. C'est un cours destiné pour les étudiants du 4e année médecine dans le cadre du module de cardiologie. Mais pourquoi nous allons parler du rhumatisme articulaire aigu, le RAA? Parce que c'est une pathologie fréquente, c'est une pathologie grave et aussi c'est une pathologie on peut l'éradiquer complètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente le plan et les objectifs du cours. Pour les objectifs pédagogiques, l'étudiant doit être capable de définir le RAA et ses complications, expliquer les mécanismes physiopathologiques, décrire les lésions anatomopathologiques et les manifestations cliniques, définir les critères d'urgence. L'étudiant doit être aussi capable de planifier le traitement curatif et la prophylaxie des récidives. Pour le plan du cours, donc on peut diviser le cours en 3 parties. La première partie, c'est généralité, éthiopathogénie et anatomopathologie. Deuxième partie, c'est le diagnostic positif, critères diagnostiques et le diagnostic différentiel. Troisième partie, c'est l'évolution, le pronostic, le traitement et la prophylaxie. À la fin de chaque partie, on fait un petit résumé. Donc, on va commencer par généralité. On a 2 définitions. Le rhumatisme articulaire aigu, c'est-à-dire le RAA, et la cardiopathie rhumatismale. Pour le RAA, c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires qui touchent essentiellement le cœur, les articulations et le système nerveux central, liées à une complication retardée d'une infection pharyngée par les streptocoques bêta-hémolytiques de type A. La cardiopathie rhumatismale représente l'ensemble des cardiopathies acquises survenant lors du rhumatisme articulaire aigu. Donc, 2 définitions, le RAA et la cardiopathie rhumatismale. Le RAA, c'est une maladie inflammatoire secondaire à une infection bactérienne. Et la cardiopathie rhumatismale, c'est une complication du RAA. Pour les streptocoques bêta-hémolytiques de type A, c'est une bactérie Coxsackie gram-positive. Cette bactérie est impliquée dans les infections suppuratives telles que l'angine et l'otite, ainsi que dans les infections non suppuratives, comme le rhumatisme articulaire aigu et la glomérulonéphrite aiguë. Il faut savoir que le RAA est la première étiologie des cardiopathies valvulaires dans le monde. C'est une maladie dont la scolaire s'observe entre 5 et 15 ans. Elle est exceptionnelle avant l'âge de 5 ans et après l'âge de 15 ans. Le sexe féminin est le plus souvent atteint dans les pays développés. Le RAA est exceptionnel. Par contre, dans les pays en voie de développement comme l'Algérie, le RAA représente un problème de santé publique. C'est une pathologie fréquente. Selon les données de l'OMS, à peu près 15 à 20 millions de personnes sont affectées dans le monde par le RAA et la cardiopathie rhumatismale. 2 millions de personnes parmi celles-ci nécessitent des hospitalisations répétées. Lorsqu'on dit hospitalisation répétée, ça signifie le coût socio-économique élevé. 1 million de personnes parmi celles-ci nécessitent une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Lorsqu'on dit intervention chirurgicale à cœur ouvert, ça signifie le coût socio-économique élevé et le risque opératoire et le risque des complications post-opératoires, comme l'endocardite, le thrombose de valve et la désinsertion des prothèses. C'est une pathologie grave, car elle est responsable
à peu près de 400 000 décès chaque année. Donc à ces différentes données informent sur la morbidité, la mortalité, plus les données socio-économiques, le RAA représente un problème de santé publique. Donc on passe au deuxième chapitre, c'est l'éthiopathogénie. Donc on a 2 points. Premier point, c'est une atteinte auto-immune. Deuxième point, il existe une analogie, c'est-à-dire similarité ou ressemblance structurelle entre la paroi des streptocoques et certains tissus de l'organisme, comme le cœur, les articulations, le tissu cutané et les cellules du système nerveux central. Donc, il y a un conflit immunologique. Un conflit immunologique entre l'hôte et les streptocoques bêta-hémolytiques de type A. Donc, le premier contact entre l'organisme et les streptocoques. L'organisme développe une immunité contre la paroi des streptocoques. En cas de réinfection, l'organisme développe une immunité qui est secondaire importante. Donc l'organisme développe une immunité secondaire contre la paroi des streptocoques et toutes les structures qui possèdent une analogie structurelle avec la paroi des streptocoques. C'est-à-dire contre le cœur, les articulations, les cellules du système nerveux central et les tissus cutanés. Et chaque fois qu'il y a une réinfection, il y a une aggravation des lésions préexistantes. Donc on voit sur cette image une infection pharyngée à streptocoque bêta-hémolytique de type A. L'infection pharyngée est responsable d'une réponse auto-immune retardée. La réponse auto-immune retardée est responsable des atteintes articulaires, des atteintes cardiaques, des atteintes au niveau de la peau et du cerveau. Mais il faut savoir que les atteintes au niveau de la peau, le cerveau et les articulations disparaissent complètement sans séquelles. Par contre, l'atteinte cardiaque fait la gravité de la maladie. Donc on passe à l'anatomopathologie. On a 3 stades. Le premier stade, c'est les lésions initiales. Deuxième stade, les lésions secondaires. Et le troisième stade, c'est la cicatrisation. Pour les lésions initiales, ce sont des lésions inflammatoires non spécifiques et réversibles sous traitement médical. Pour les lésions secondaires, ce qu'on appelle les nodules d'Aschoff, c'est la lésion fondamentale et pathognomonique du rhumatisme articulaire aigu. Il est fait d'un centre comportant la fibrine, une partie moyenne faite de cellules géantes polynucléées et une zone périphérique faite essentiellement de lymphocytes. Donc, les nodules d'Aschoff retrouvés dans le tissu conjonctif, de l'endocarde, du myocarde et du péricarde. Le troisième stade, c'est la cicatrisation. C'est le stade histologique final. Donc, la cicatrisation au niveau de l'endocarde est responsable des dégâts valvulaires et sous-valvulaires. Lorsqu'on dit cicatrisation, ça signifie la rétraction, l'épicisme et la fusion. La fusion valvulaire et la fusion de l'appareil sous-valvulaire, c'est-à-dire des cordages. Donc, la cicatrisation au niveau de l'endocarde est responsable des dégâts valvulaires. La cicatrisation au niveau du myocarde est responsable d'une dilatation avec diminution de la contractilité, c'est-à-dire une myocardite. Au niveau du péricarde, on a une inflammation, épicisme avec au son épanchement péricardique. Il faut savoir que l'atteinte péricardique est moins grave par rapport à l'atteinte myocardique et l'atteinte endocardique. Donc on voit sur cette image 2 lésions. Une lésion valvulaire d'origine rhumatismale et une lésion valvulaire d'origine dégénérative. Donc en cas de rhumatisme articulaire aigu, on a épicisme, rétraction avec fusion des commissures. Par contre, en cas d'atteinte dégénérative, les commissures sont libres, pas d'épicisme ni rétraction. Par contre, il y a un dépôt calcaire. Donc, la différence d'une atteinte valvulaire rhumatismale et dégénérative.
ce qu'il faut retenir pour la première partie. Le RAA, c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires. Donc c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires qui touchent le cœur, les articulations et le système nerveux central secondaire à une infection pharyngée par les streptocoques hémolytiques de type A. La cardiopathie rhumatismale, c'est l'ensemble des cardiopathies acquises survenant lors du rhumatisme articulaire aigu. Le RAA est la première cause des valvulopathies dans le monde. C'est une maladie de l'âge scolaire, c'est-à-dire entre 5 ans et 15 ans. Il reste toujours en Algérie et dans les pays en voie de développement, il reste toujours un problème de santé publique. C'est le plan éthiopathogénique, c'est une atteinte auto-immune. Il existe une analogie structurelle entre la paroi des streptocoques et certains tissus de l'organisme comme le cœur, les articulations, tissus cutanés et les cellules du système nerveux central. Donc, le premier contact de l'organisme avec les streptocoques, l'organisme développe une immunité contre les streptocoques. En cas de réinfection, l'organisme développe une immunité contre les streptocoques et tous les tissus qui possèdent une analogie structurelle avec la paroi des streptocoques, c'est-à-dire le cœur, les articulations, le tissu cutané et les cellules du système nerveux central. Et chaque fois qu'il y a une réinfection, il y a une aggravation des lésions. Mais il faut savoir que l'atteinte articulaire, l'atteinte du système nerveux central et l'atteinte cutanée disparaissent complètement sans séquelles. Par contre, l'atteinte cardiaque garde des séquelles. On passe à l'anatomopathologie. On a 3 stades. Les lésions initiales qui sont des lésions inflammatoires non spécifiques. Les lésions secondaires, c'est-à-dire les nodules d'Achoff, c'est les lésions spécifiques et pathognomoniques du rhumatisme articulaire aigu. Donc les nodules d'Achoff, CSU, dans le tissu cutané, dans le tissu conjonctif, de l'endocarde, du myocarde et du péricarde. Et le 3e stade, c'est la cicatrisation qui est responsable des dégâts valvulaires et des dégâts au niveau du myocarde. Donc on passe à la deuxième partie. Donc on va commencer par le diagnostic positif. Donc dans le diagnostic positif, on a les signes extracardiaques, les signes biologiques et les signes cardiaques. Pour les signes extracardiaques, donc on a les signes généraux qui sont constants mais non spécifiques. Donc atype de fibricule, altération de l'état général, asthénie, anorexie et amonisme. Donc on passe aux signes cutanés qui sont rares. Mais lorsqu'ils existent, ils surviennent chez les patients porteurs d'une cardite. Donc dans le signe cutané, on a 2 lésions. Les nodules de Maynard et l'érythème marginé du Bisney. Pour les nodules de Maynard, ce sont des nodules fermes, arrondis, indolores et mobiles par rapport au plan cutané. Ils siègent sur la face d'extension de grosses articulations et disparaissent au moins d'un mois, c'est-à-dire ne dépassent pas un mois. Le deuxième signe cutané, c'est l'érythème marginé du Bisney. Ce sont des macules rosées, non indurées, localisées au tronc et la racine du membre. On voit sur cette image les nodules cutanés qui sont des nodules arrondis, indurés, des nodules arrondis, mobiles par rapport au plan cutané. C'est sur la face d'extension de grosses articulations. Le deuxième signe, c'est l'érythème marginé. Ce sont des macules non indurées, localisées au tronc et la racine des membres. Donc, on passe aux signes articulaires qui sont fréquents. Donc, on a 2 types de lésions, soit l'arthrite, soit l'arthralgie. Pour l'arthrite, il s'agit d'une polyarthrite aiguë avec des signes inflammatoires locaux importants, c'est-à-dire rougeur, chaleur et œdème. L'arthrite est fugace, c'est-à-dire ne dépasse pas une semaine, et migratrice, c'est-à-dire dépasse d'une articulation à l'autre de façon progressive. Il touche surtout les grosses articulations comme les genoux, les chevilles et les poignets et évolue sans séquelles.
Deuxième signe articulaire, c'est l'arthralgie, c'est-à-dire c'est une douleur qui est spontanée ou provoquée par les mouvements articulaires, mais sans signes inflammatoires locaux. Elles sont également mobiles, fugaces et touchent les grosses articulations. Donc on voit sur cette image une arthrite du cheveu secondaire au rhumatisme articulaire aigu. Donc on passe au signe neurologique, c'est-à-dire la chorée du signe rare. Son apparition est très retardée par rapport à la poussée, généralement 2 à 6 mois après la pharyngite, induite par troubles de l'humeur et maladresse. Pour les troubles de l'humeur, c'est-à-dire c'est l'instabilité. Donc le trouble de l'humeur a un type d'instabilité, c'est-à-dire changement rapide de l'humeur qui passe de la tristesse au rire. Puis à la phase d'état, on a l'ataxie, l'hypotonie et les mouvements anormaux. L'ataxie, c'est l'ensemble des troubles moteurs qui apparaissent lors de la fermeture des yeux. L'hypotonie, c'est la diminution de tonus musculaire et les mouvements anormaux sont involontaires, rapides, amples et siègent aux racines du membre. Donc la chorée disparaît aussi sans séquelles. Donc après les signes extracardiaques, on passe aux signes biologiques. Dans les signes biologiques, on a le syndrome inflammatoire qui est constant mais non spécifique, un type d'accélération de vieillesse, CRP positif et l'anémie inflammatoire. Toujours dans les signes biologiques. Deuxième, c'est les signes d'infection streptococcique qui sont indispensables au diagnostic. Donc on a 2 méthodes. Soit l'isolement du streptocoque du groupe A dans le pharynx, c'est-à-dire dans le prélèvement de gorge, soit le dosage des anticorps antistreptococciques dans le sillon du patient. Donc un taux des anticorps antistreptococciques, on a des anticorps antistreptolysine supérieur à 250, c'est un signe d'infection streptococcique récente. Une augmentation du taux des ASLO au cours de 2 examens successifs espacés de 15 jours est plus sensible et plus spécifique. Donc on passe au signe cardiaque. Il faut rappeler que les atteintes au niveau de la peau, les articulations et le système nerveux central disparaissent complètement sans séquelles. Par contre, le cœur garde des séquelles. Pour ça, la gravité du rhumatisme articulaire aigu liée aux complications cardiaques de cette maladie. Donc la cardite représente le risque majeur de la maladie. Donc, le rhumatisme articulaire aigu atteint généralement l'endocarde, myocarde et à des degrés divers. Pour l'atteinte de l'endocarde, il se traduit cliniquement par l'apparition d'un souffle cardiaque pathologique. Donc il faut savoir que les insuffisances sont contemporaines de la crise. Par contre, les rétrécissements surviennent plusieurs années après la crise. Pour l'atteinte du myocarde, c'est-à-dire la myocardite rhumatisme, se traduit cliniquement par signes d'insuffisance cardiaque, à type d'assourdissement du bruit de cœur, la tachycardie et le bruit de garde. Sur le plan paraclinique, on a une cardiomégalotyliothorax et diminution de la contractilité du ventricule gauche à l'échocardiographie. Pour l'atteinte du péricarde, se traduit cliniquement par frottement péricardique à l'ECG. On a des troubles de repolarisation et à l'échocardiographie. Le péricarde, soit il est sec ou il y a un épanchement péricardique. Donc on voit sur cette image, c'est une image échocardiographique, mode bidimensionnel, une incidence apicale 4 cavités. Donc on voit le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Cette image montre une insuffisance mitrale d'origine rhumatisme qui se traduit par l'aspect mosaïculaire qui passe de ventricule gauche vers l'oreillette gauche pendant la systole. Deuxième image, c'est une image échocardiographique mode bidimensionnel. L'incidence est apicale 5 cavités, donc on voit le ventricule gauche, ventricule droit, l'oreillette gauche et l'oreillette droite et l'aorte au milieu. Donc on voit la fuite qui se traduit par un aspect mosaïculaire qui passe de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole. La deuxième image, c'est un rétrécissement mitral d'origine rhumatisme qui se traduit par un épaississement de la barre avec diminution de l'écart intervalvulaire avec un aspect en jaune fléchi de la grande barre mitrale.
Troisième image, c'est une image d'un épanchement péricardique qui se traduit sur le plan échocardiographique par une image vide d'écho au niveau du péricarde. Donc on passe à la poncardite rhumatismale qui traduit l'atteinte du droit unique cardiaque, c'est-à-dire l'atteinte de l'endocarde, du péricarde et du myocarde, mais elle est rare. Pour les troubles conductifs qui témoignent d'un syndrome inflammatoire. Il se traduit sur le sujet soit par un allongement de l'espace PR, c'est-à-dire bloc auriculo-ventriculaire de premier degré, soit par un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième ou de troisième degré. Donc on passe aux critères diagnostiques. Donc il faut savoir que le rhumatisme articulaire se caractérise par un grand polymorphisme clinique. Deuxième point, il n'existe pas de signes cliniques ni biologiques pathognomoniques de la maladie. Raison pour laquelle les auteurs proposent des critères. Donc Jones, en 1944, a proposé des critères pour l'identification de la maladie. Donc la dernière révision des critères d'urgence est faite en 1992. Donc il existe 4 critères majeurs, il existe 5 critères majeurs, 4 critères mineurs, avec une preuve d'infection streptococcique. Donc pour les critères majeurs, on a la cardite, c'est-à-dire l'atteinte soit de l'endocarde, du myocarde ou du péricarde. Deuxième critère majeur, c'est la polyarthrite, c'est-à-dire douleur articulaire avec des signes inflammatoires, le cou. Troisième critère, c'est la chorée. Le quatrième critère, c'est l'érythème. Le cinquième critère, c'est les nodules sous-cutanés. Pour les critères mineurs, on a l'atralgie, c'est-à-dire douleur sans signe inflammatoire. On a le deuxième critère, la fièvre. Troisième critère, l'allongement de l'espace PR à l'ECG. Et le quatrième critère, c'est l'accélération du vieillesse et le CRP positif. Pour la preuve d'infection streptococcique, c'est-à-dire soit positivité du culture pharyngé, soit augmentation du taux des anticorps antistreptococciques. Donc pour confirmer le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu, il fallait 2 critères majeurs plus preuve d'infection streptococcique ou un critère majeur, 2 critères mineurs avec toujours une preuve d'infection streptococcique récente. Donc après les critères diagnostiques, c'est-à-dire les critères de Jones, on passe au diagnostic différentiel. D'abord, devant une arthrite, il fallait savoir éliminer certaines pathologies. Donc l'arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux, disséminée, spondyloarthrite, les hémopathies malignes et l'arthrite tuberculeuse. Et devant une cardite, il faut éliminer les endocardites infectieuses, les cardiopathies congénitales et les souffles fonctionnels. Généralement, le diagnostic est facile par l'échocardiographie. Donc, ce qu'il faut retenir à la fin de la deuxième partie. Donc, pour le diagnostic positif, il faut savoir les signes extracardiaques, c'est-à-dire les signes généraux, les signes cutanés, les nodules, l'érythème, les signes articulaires, c'est-à-dire l'arthrite et l'arthralgie et la chorée. Il faut savoir aussi les signes biologiques, c'est-à-dire le syndrome inflammatoire et les signes d'infection streptococcique récente. Il faut aussi savoir les signes cardiaques qui sont très importants, c'est-à-dire l'atteinte de l'endocarde, du myocarde et du péricarde et les troubles conductifs. Toujours dans le diagnostic, il faut savoir les critères de Jones. Donc on passe à la troisième partie. Donc on va commencer par l'évolution pronostique. Il faut savoir que le pronostic dépend de l'existence ou non d'une cardite. Absence d'une cardite, le pronostic est bon. Présence d'une cardite, le pronostic est réservé. Il existe une classification des cardites. Donc on a cardite légère, modérée et sévère. Pour la cardite légère, se traduit par un souffle mitral ou aortique peu intense avec cœur de volume normal. Cardite modérée se traduit par un souffle intense, persistant après la crise avec cardiomégalie légère, c'est-à-dire l'index cardiothoracique entre 0,5 et 0,55.
où le cardite sévère se traduit par une souffle intense avec cardiomégalie importante, c'est-à-dire que l'index cardiothoracique est plus de 0,55. Donc il faut savoir classer la sévérité de cette cardite, car la prise en charge dépend de cette classification. Donc on passe au traitement. Donc on va suivre la monographie établie par la Comité national de lutte contre le rhumatisme articulaire révision en 2000. Donc pour le traitement, c'est-à-dire le traitement de la poussée rhumatismale, c'est un chapitre important. Mais avant d'entamer le traitement, tout patient suspect de rhumatisme articulaire aigu doit être hospitalisé. Donc doit être hospitalisé pour confirmer le diagnostic avant de commencer le traitement. Donc le traitement du rhumatisme articulaire aigu est codifié. Il sera à la fois étiologique et symptomatique. Étiologique, c'est-à-dire traitement de l'infection streptocoxique, et symptomatique, c'est-à-dire traitement anti-inflammatoire. Il existe toujours des mesures générales associées au traitement, c'est-à-dire le repos, l'éducation du patient et sa famille. S'il y a une insuffisance cardiaque, on donne un traitement symptomatique à base de digitalo-diurétiques et vasodilatateurs. C'est la chorie, on donne les neuroleptiques. Mais comment on traite? Donc il y a deux volets du traitement. Le traitement antibiotique et le traitement anti-inflammatoire. Donc, une fois que le diagnostic est fait, et dans tous les cas, il faut commencer le traitement antibiotique. Donc, le but du traitement antibiotique est d'assurer la suppression du streptocoque bêta hémolytique du pharynx. Donc, on donne une injection de benzylpénicilline, c'est-à-dire l'extensiline, donc injection en intramusculaire, à raison de 600 000 unités internationales, c'est le poids, et moins de 30 kg, et 1 million 200 si le poids est plus de 30 kg. On peut donner aussi le PNG en injection intramusculaire pendant 10 jours. Si impossibilité d'injection, on donne le PNV, c'est-à-dire l'oracilline, pendant 10 jours. Si allergie à la pénicilline, on donne l'érythromycine à raison de 30 mg par kilo par jour, réparti en 3 prises au moment du repas pendant 10 jours. Donc on passe au deuxième volet du traitement, c'est-à-dire le traitement anti-inflammatoire. Donc on donne les corticoïdes, la molécule la plus utilisée c'est le prednisone, à raison de 2 mg par kilo par jour sans dépasser 80 mg. Donc répartis en 3 prises au moment du repas. Toujours avec les corticoïdes, on donne un traitement adjuvant, c'est-à-dire régime pauvre en sodium, riche en protéines, avec supplémentation potassique calcique et pansement gastrique. Pour la durée du traitement, donc la durée du traitement est codifiée. Absence du cardite, présence d'une cardite. En absence d'une cardite, le traitement d'attaque est 2 semaines. Le traitement d'entretien est 6 semaines. Donc pendant la durée du traitement d'entretien, on va diminuer progressivement les doses à raison de 5 mg par semaine. Ces cardites, donc le traitement d'attaque est 3 semaines, traitement d'entretien est 6 semaines, c'est cardite modérée, et 9 semaines, c'est cardite sévère. Donc on voit sur ce tableau la durée du traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Donc absence de cardite, traitement d'attaque 2 semaines, traitement d'entretien 6 semaines. Présence d'une cardite, traitement d'attaque c'est 3 semaines, traitement d'entretien 6 semaines c'est cardite modérée et 9 semaines c'est cardite sévère. Il faut savoir que pendant la période de dégression des doses au l'arrêt du traitement, on peut voir apparaître un effet rebond ou reprise. L'effet rebond se manifeste par réapparition du syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire VS accéléré et CRP positif. Dans ce cas, une prolongation d'une semaine du traitement d'entretien est préconisée. En cas de reprise, c'est-à-dire réapparition du syndrome inflammatoire clinique et biologique. Dans ce cas, retour au traitement à dose d'attaque pendant une semaine, puis une dégression progressive des doses. Donc les phénomènes rebond et reprise, on doit les connaître. Donc on passe au chapitre prophylaxie, c'est-à-dire la prévention. On a la prévention primaire et la prévention secondaire. Pour la prévention
primaire consiste à traiter avant la survenue du rhumatisme articulaire aigu. Pour la prévention secondaire, consiste à traiter les patients déjà atteints du rhumatisme articulaire aigu. Donc, la prévention primaire repose sur 2 points. L'amélioration des conditions socio-économiques. Deuxième point, c'est le traitement des angines. Pour l'amélioration des conditions socio-économiques, il faut savoir que le rhumatisme articulaire aigu est quasiment disparu dans les pays développés grâce à l'augmentation du niveau socio-économique et le niveau d'hygiène de base. Donc, l'élévation du niveau d'hygiène de base est essentielle. Deuxième point, traitement des angines streptococciques. Donc, on traite par quelle molécule? Donc, le traitement recommandé de la pharyngite streptococcique, dans tous les cas, on donne l'Xtensiline, une injection intramusculaire ou une monoprise. Si l'injection intramusculaire n'est pas possible, on donne le Pinivé pendant au moins 10 jours. Pour les patients allergiques au Pinivé, pour les patients allergiques à la pénicilline, on donne de l'érythromycine par voie orale pendant au moins 10 jours. Donc on passe à la prévention secondaire. Donc la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter. Le but de la prévention secondaire est d'éviter les rechutes pour éviter l'aggravation des lésions préexistantes. Donc, le traitement antibiotique recommandé, c'est le même traitement recommandé pour la pharyngite streptococcique, c'est-à-dire l'Xtensiline, Pinivé et l'érythromycine. Donc ce qu'il faut retenir pour la 3e partie. Mais avant, donc on va sur ce schéma, la prophylaxie secondaire, selon les données de l'OMS. Donc on va les différents antibiotiques, la posologie, la voie d'administration et le rythme. Deuxième tableau, c'est la durée de la prophylaxie secondaire du rhumatisme articulaire aigu. En cas de rhumatisme articulaire aigu avec cardite et cardiopathie rhumatismale. Donc la durée de la prévention secondaire est au moins 10 ans après le dernier épisode, jusqu'à l'âge de 40 ans. En cas de rhumatisme articulaire aigu avec cardite mais sans séquelles. Donc la durée de la prévention secondaire est 10 ans après le dernier épisode jusqu'à l'âge de 25 ans. En cas de rhumatisme articulaire aigu sans cardite. Donc la durée de la prévention secondaire est 5 ans après le dernier épisode et jusqu'à l'âge de 21 ans. Ce qu'il faut retenir pour la 3e partie. Tout patient suspect de rhumatisme articulaire aigu doit être hospitalisé pour confirmer le diagnostic. Le traitement du rhumatisme articulaire aigu est codifié. Il sera à la fois étiologique, c'est-à-dire dans les antibiotiques, et symptomatique, c'est-à-dire les anti-inflammatoires. Donc l'antibiothérapie recommandée, c'est l'Xtensiline, le Pinivé et l'érythromycine. Pour le traitement anti-inflammatoire, on donne les corticoïdes. Donc on passe à la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention. Donc on a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire repose sur l'amélioration des conditions socio-économiques et le traitement des angines streptococciques. Et la prévention secondaire repose sur l'antibioprophylaxie. Merci de votre attention et bon courage.